Le chef de l'Élysée qui m'appelle. Et ouais, bonjour Victor. J'ai la vice-présidente des États-Unis qui arrive dans 2 jours, Kamala Harris. Ouais. On aimerait vous commander du pain sans gluten. Est-ce que vous pouvez nous en livrer demain? Ouais. Il y a un événement un peu majeur qui se passe en Europe. Il y a la guerre en Ukraine avec la Russie qui démarre. Et nous, on en pâtit. Donc qu'est-ce qui s'est passé en fait à ce moment-là? On s'est pas payé. T'étais au RSA, Ouais. moi il y a un moment j'étais au chômage. Et pendant quasiment presque 1 an, j'ai dû vivre sur mes économies et je suis arrivé à sec. Bienvenue sur le 5e épisode du podcast Baker Talks. Dans cet épisode, tu vas voir avec ma petite sœur Cléa, on va te raconter tous les secrets derrière notre boulangerie bio Schkop. On est parti. Ouais, et ce qui est assez intéressant, c'est que tu vois, on s'est dit, ok, il faut qu'on fasse du cash. Donc il y a eu le quick commerce. Ouais, c'est bon, on avait Mais notre vache on à lait. s'est fermé aucune porte. On s'est dit, on a un outil de production important. Ouais. On peut y aller comme des bourrins en termes Ouais, de il faut volume. trouver le truc. Ouais. Et ça peut être les cantines, ça peut être Ouais. la grande distribution. Ouais. Et on a tout testé. Et du coup, la partie un peu luxe kiff, c'était ok, bon, c'est déjà assez compliqué ce qu'on fait. On va aller dans les beaux endroits Bah ouais, on va se faire avec kiffer. des gens parce beaux que et jolis. Et on va se mettre faire nos kiffer, pains quoi. devant Ouais. des chefs. Ouais. Et donc, on avait commencé à se dire, je crois que c'était pendant le Covid, on avait une opportunité avec un gars qui livrait les fruits et légumes de l'Élysée, je crois. Ouais, c'est lui Et- qui nous a fait l'intro. Et Ouais. c'est lui qui nous a fait l'intro, mais quand même, t'en as parlé tout à l'heure, j'ai oublié ce que tu disais, où en gros, j'ai juste, le quick commerce, t'as dit, en gros, j'ai juste contacté. Et ce qui s'est passé pour l'Élysée, parce que quand même, faut le rappeler, pour devenir fournisseur officiel de l'Élysée, il Ouais. y a un concours, c'est la meilleure baguette Ouais. de Paris. Et nous, on n'était pas ça. Bah non, parce qu'on faisait Mais- pas de baguettes. Déjà, on faisait pas de baguette, mais on est devenu Mm. fournisseur. Alors, officiel, c'est un bien grand mot, mais on est devenu fournisseur de l'Élysée Ouais. sur du pain bio et du pain sans gluten. Ouais. Mais en fait, en rentrant par la grande porte, tout simplement. Ouais, bah en fait, t'y vas au culot et en fait, on a chopé le numéro des cuisines de l'Élysée et on les a appelés et t'as la petite sonnerie bienvenue aux cuisines de l'Élysée, veuillez patienter. Et là, on y allait au culot, on a poussé et on a décroché un rendez-vous pour faire goûter notre pain et on est allé visiter les cuisines de l'Élysée, donc un moment de malade. Ils ont goûté notre pain, ils ont trop kiffé. Ouais, c'était un moment privilégié. Et aussi, ce qui est ouf avec ces chefs-là, c'est qu'ils privilégient les artisans, le circuit court, et je pense qu'ils ont kiffé l'histoire. Et c'est aussi pour ça qu'ils nous ont pris. Ouais, c'était un beau moment de vie parce que bon, déjà le produit parlait de par lui-même, ça faut Ouais. pas en avoir honte. Mais ils nous ont donné notre chance. Ouais. Et en fait, on les a vus, ils nous ont accueillis, donc incroyable En d'être grande dans, pompe, hein, dans les cuisines de visiter, l'Élysée. Et en fait, incroyable. nous, on voulait aussi un feedback. On voulait rentrer, bien sûr, en devenir fournisseur, mais on voulait un feedback d'un grand chef. Ouais. Et enfin, c'est un beau label, un beau tampon de te dire t'es chef de l'Élysée. C'était un moment de malade. Et après, on avait fait pareil à l'Assemblée nationale. Donc la visite de l'Assemblée nationale, visite des cuisines, etc. Et ce qui était assez rigolo d'ailleurs à l'Assemblée nationale, c'est que notre papa a été député, Ouais. qu'il était suppléant, il a eu par 2 fois été député. Et t'as une sorte de maître de... Enfin, comment il s'appelait? De cérémonie, enfin de... Oui, le sorte de maître d'hôtel, qui était Maître d'hôtel. la mémoire de Et l'Assemblée nationale. c'était incroyable. C'était excellent. Le mec Ouais, je se connaissais souvenait de tous les prénoms, Tous les toutes gens, les ouais, anecdotes. Ah oui, votre père, il chassait, Ouais. il faisait ça, machin. Ça. Et Ouais. c'était assez C'était hyper impressionnant. drôle. Et on n'en parlera pas trop, mais on a eu des petites anecdotes croustillantes. Ouais, méga croustillant, méga border, on va pas en parler. Ouais, méga mais, border, on vous laissera était là, imaginer. ok, sortie Mais de piste. c'était sortie de piste. Ouais. Mais bref, truc de fou. Et on a fait le strike, hein, on a fait le Sénat aussi, où on a visité, on a présenté notre pain, etc. Donc on a fait des lieux d'exception avec nos produits d'exception. Et c'était pas des clients qui rapportaient de l'argent, faut bien se le dire. Hein. Non, c'était de C'était des l'awareness, tampons, c'était c'était des moments incroyables dans la vie d'une boîte. Mais c'était évidemment pas ça qui faisait tourner la boîte, c'était le quick commerce et les retailers physiques, c'était ça. Et moi, petit fun fact aussi sur l'Élysée. Donc on l'a fait ensemble. On a dû livrer 1 ou 2 fois, sur nos produits classiques. Et il avait été marqué par le produit le pain sans gluten. Ouais. Au final, qui nous était important chez nous. Mm. D'ailleurs, toi, ce qui était assez marrant tu pourras m'en parler peut-être juste sur la partie santé et le fait que tu étais Ouais. un peu intolérante et que finalement on pouvait manger notre pain. On pouvait manger nos produits. Oui, non, mais bref, c'est dit comme ça, c'est un peu bizarre. Mais sur la partie l'Élysée, moi, je m'en souviens, un truc qui m'a marqué, qui a été ouf, c'est je fermais la boutique. C'était, il était genre 14h, 15h, j'en pouvais plus, j'avais qu'une envie, c'était de me coucher, quoi. Et j'ai donc le chef de l'Élysée qui m'appelle. Déjà, t'as le petit standard avec la petite musique Ouais. trop drôle.
Et ouais, bonjour Victor. J'ai la vice-présidente des États-Unis qui arrive dans 2 jours, Kamala Harris. Ouais. On aimerait vous commander du pain sans gluten. Est-ce que vous pouvez nous en livrer demain? Toi, bien sûr que tu dis oui. Oui. Donc là, tu charbonnes, tu bosses toute la nuit. Et c'est assez marrant parce que je suis allé le livrer tout seul. Parce que toi, t'aurais voulu venir. Moi, je faisais autre chose, mais j'étais pas là. non, mais tu bossais, t'avais un truc, tu pouvais pas venir. T'aurais souhaité venir avec moi, mais j'y suis allé tout seul. Et donc là, je suis arrivé tout seul, un peu dans les couloirs de l'Élysée. Alors, je connaissais le chemin, mais ils m'ont fait confiance. De toute façon, tu peux pas faire la T'avais pas oublié ta même. carte d'identité? Si, je crois en plus. Truc de dingue. Ouais, et ils m'ont quand même laissé passer. Enfin bref, t'as eu la chance, hein. j'ai eu beaucoup de chance, effectivement. Et là, Secret Service, genre qui goûte ton pain. On avait dû doubler la commande, ils check, vous êtes qui Trop stylé. Donc ça, c'était énorme. Et ouais, bon fun fact. Alors, on n'a pas eu de photo de ce truc-là, mais c'est assez marrant de se dire que notre pain était sur une table goûté. Normalement, elle l'a mangé. Notre pain a été sur une table de chef d'État, quoi. Ouais, donc ça, c'était... Peut-être futur président des États-Unis. Ouais, ben... Voilà. Mais théorie du complot, ça, c'était quand même assez exceptionnel. Et on a un peu communiqué dessus, mais c'est surtout resté un moment qu'on a gardé pour nous, quoi. Ouais, et donc du coup, le quick commerce nous fait vivre et c'est un peu l'épée de Damoclès qui nous fera aussi fermer la boîte. Juste pour terminer sur les clients un peu professionnels, il y en a 2. Est-ce que tu peux me parler juste un peu des écoles et un peu du scandale aussi des cantines? Ah ouais. Et après, l'épisode grande distribution avec Monoprix et Leclerc. Ouais, alors en fait, donc, toujours dans cette perspective de se dire, ok, on a notre boîte qui commence à tourner. Si on continue comme ça, on est rentable fin de l'année. C'est hyper important de le dire. Ça marche, on se prend la marée niveau taf, mais en fait, quand t'es entrepreneur, il faut garder la vision. Et donc, on s'était dit, comment on continue de scaler et d'utiliser l'outil de prod. Donc là, on s'était dit, ça tombe à pic, parce que nous, on est labellisé bio, et en fait, il y a une loi qui s'appelle la loi Egalim, qui est passée, et qui est une loi qui doit mettre X% de bio dans les cantines. Et on se dit, ok, trop bien, on va devenir fournisseur de pain pour genre des acteurs comme Sodexo, qui livrent des milliards de cantines. Donc là, c'est complexe en termes de cycle de vente. Moi, j'en savais rien. Moi, cucu les petits oiseaux, je me dis, ah, trop bien. Sauf qu'en fait, appel d'offres. Donc, tu dois rédiger un cahier des charges, tu dois te faire auditer. Enfin, c'est complexe. Et donc là, on teste 2-3 trucs. On se dit, vas-y, c'est trop bien. Ils vont kiffer et tout. En fait, pas du tout. C'est hyper long. Et ce qui était complexe, c'est qu'en fait, ils voulaient de la baguette. Déjà, on en fait pas. On a failli être prêt à en faire. On était à 2 doigts. Et en fait, c'est drivé par les coûts. Ils ont, en gros, t'es un enfant et ton repas coûte X euros au centime près. Et ils comptent ça en centimes. Donc, avoir un pain bio qui est ultra premium, ultra bon pour la santé, c'est bien. Mais en fait, ça rentre pas dans les coûts. Donc nous, on a essayé de minimiser les recettes, en fait, mais c'était compliqué. Ce qui aurait pu être une opportunité, un truc pour les gosses. En fait, le pain, ils le voyaient vraiment comme un consommable de merde. C'était drivé au coût. Et donc, en fait, ils voulaient juste répondre à une la loi. Non, mais c'est triste, mais oui. Et en fait, du coup, tu pouvais pas proposer ton pain qui était riche en plein de trucs, bon pour la santé, qui se conservait. Donc, tu avais moins de gâchis, de déchets, etc. Et là-dessus, on avait rencontré Rodolphe Landemaine, qui a créé les boulangeries Landemaine sur la région parisienne, qui est une success story. C'était une rencontre qui était assez chouette. Et il nous avait raconté justement, je sais plus si c'était là à ce moment-là, mais il avait eu le même constat dans l'école de ses enfants. Et il en a été choqué, parce que lui, il fait des boulangeries véganes. Je crois que c'est Lane & Monkeys. Et il avait été choqué, quoi. En fait, c'est drivé par les coûts. Et en gros, il disait... Mais on comprend. Enfin, je veux dire, c'est des systèmes qui tournent. Mais donc, du coup... on a dû aussi killer et écarter cette opportunité. On l'a gardé en tête parce qu'on se dit, OK, c'est de la politique. C'est du long terme. Par contre, une fois que t'es dedans, c'est des volumes monstrueux. Bon. Et c'était une boulangerie que t'arrives à faire ça. Mais je pense que c'est dingue. T'es trop bien. Et donc, on avait exploré aussi sur la partie un peu industrielle, volume, donc la grande distribution. Donc, on était sur des Biocop, Monoprix. Et Leclerc. Et alors, Monoprix, dans l'ambition, un peu la vision, c'était de prendre la place de Poilane. On voulait... on les respecte beaucoup, mais... j'en mange de temps en temps. Et moi aussi, j'ai le pain en raisin. Hyper bon. Qui est trop bon. Mais l'idée, c'était de prendre leur place. Et pareil, encore une fois, on s'est confronté à des merdes. Genre, en gros, il faut faire un packaging, machin. Ah bah oui, en fait, encore une fois, les débutants, quoi. Mais c'est normal, on commence. Mais en fait, bosser avec la grande distrib, c'est un vrai savoir-faire. Et en fait, il te faut un packaging, il te faut un code barre. Moi, j'ai dû créer des codes barres. Code EN. Ouais, les codes EN. Du coup, alors le pain, il y a une petite... Entre guillemets, ça a joué en notre faveur, même si on était... clean niveau process, hygiène, etc. Pour le pain, tu as moins de restrictions
que t'as pas de DLC. En fait, tu dois mettre que le pain se consomme sous 4 jours, mais t'as pas de DLC. Donc, c'est beaucoup plus simple dans la prod, dans la logistique, etc. Mais donc, t'as toute cette question de packaging, d'emballage, de régularité. Quand tu livres des produits à un retailer, il faut que ce soit genre les mêmes produits. Sauf que nous, on était quand même des artisans. Donc, c'est hyper difficile. Donc, il y a eu tout ce truc-là. Les prix, parce que du coup, eux, en fait, ils veulent se faire de la thune. Donc, ils négocient des marges de malade. Donc, limite, tu vois, on avait quand même bien négocié. Mais on ne se faisait pas, pour l'instant, beaucoup d'argent avec eux. Et il faut scaler pour faire de l'argent. Il faut vendre à plein de Monoprix. Et ce qui est marrant, c'est que ils peuvent, si tu fais bien ton boulot, ils peuvent te laisser ta chance. Donc ça, c'est chouette. Oh. C'est quand même humainement... Monoprix, ils laissent la chance. C'est des lanceurs de marque. Ouais, c'est vrai. Et donc, ils nous ont laissé notre chance. Et ça, on leur remercie. Ouais. Et je me souviens... donc, du coup, tu mets tes produits donc à côté de Poilène, etc. Et moi, je me souviens avoir acheté moi-même. Ouais, bah oui, on achetait pour vider les stocks, bien sûr. On envoyait des clients, bah genre, oui, de plus aller sur le marché, mais aller en Monoprix, acheter pour du coup vider le stock et avoir du coup des bonnes stats. Et qu'on puisse parce qu'ils sont drivés aussi. Il y a de l'émotion sur en gros, on te laisse ta chance, mais par contre, après, c'est data-driven. Si tu fais pas de vente, tu dégages. Et les invendus, exactement, c'était des invendus. On a tenu, il nous a jamais viré. Ouais. Il nous a jamais viré, mais même Leclerc, hein. Même Leclerc, du coup, encore autre chose, encore un autre modèle. Fun fact, on a quand même dû se taper une journée de démo. On était habillés en mode Coop dans le Leclerc, mais lunaire, le truc, on a passé une après-midi. Et c'était horrible parce qu'en plus, on se battait. On voulait introduire un produit premium hyper quali. Et à côté de nous, il y avait des baguettes à 90 centimes dégueulasses. Donc, va convaincre tes clients. Et au final, on a trop bien fait. Et mais Leclerc, je vais être un peu clivant aussi, c'est que ils nous ont donné notre chance. On a été reçus par des grands patrons, un Leclerc de Bonneuil. Qui est un gros Leclerc. Hein. Et ça aurait pu faire partie de la success story. Ouais. Alors là, on était un peu figé, c'est qu'on était vraiment fervent défenseur du bon, du sain. Et aujourd'hui, si on referait un projet, non pas qu'on ferait manger de la merde à nos clients, mais on ferait peut-être des choses différentes. Ouais, tu peux adapter un peu. Et tu peux être un peu plus souple. Ouais. Et moi, attends, qu'est-ce que je voulais te dire là-dessus, ce qui m'avait marqué, c'était aussi Leclerc, donc qui sont vraiment... on a eu le truc en mode on attendait 3 heures dans une salle d'attente. On les a vraiment eu, Voilà, enfin bref, c'était compliqué. Vraiment, films, la grande distribution, c'est les films. Et moi, ce qui m'avait quand même un peu marqué, c'est, tu vois, Leclerc qui se dit, on est qui est le moins cher.com. Il faisait nos prix limite de 20-30% plus cher que ce qu'on proposait. Ouais. Donc déjà que nos produits étaient chers dans une population qui était... ils étaient à 7 balles, tu te rends compte? Ouais. Même nous, on n'aurait pas été prêts à payer ce prix-là. C'était abusé. Dans un Leclerc. Bon, bref, c'était... Donc, on a testé plusieurs choses. Ouais. Il y a eu les traiteurs aussi, pareil, qu'on remercie. Donc, ça a été c'était cool. Un traiteur qui venait tout le temps venir... de Joinville, qui était franchement... Qui venait chercher des gros pains, des gros Alex. Bon, et trancher. La trancheuse. C'était hyper bon. Tu te souviens de la trancheuse? Ouais, la trancheuse. C'est des heures. Une trancheuse de compète. C'était automatique et tout. Mais ouais, donc, notre truc marchait de ouf. On faisait full chiffre avec le quick commerce, on testait des trucs en parallèle. Sauf que bon, là, je pense qu'on peut arriver à la transition. On va arriver à la transition et on va parler juste un petit peu d'opérationnel sur la partie quick commerce. Donc, on devient un fournisseur du quick commerce. Donc, opérationnellement, la boutique qui était fermée devient un centre de préparation. Ouais. On embauche, on fait venir à tout va tous les gens qui peuvent nous aider, parce que c'est un enfer. Toi, la première fois, t'as pas dormi de la nuit pour emballer tous les produits. Mais oui, mais surtout, je me suis à moitié pété. Enfin, j'ai fait des espèces de tendinites du pouce avec du coup des infiltrations de l'enfer parce que j'avais tellement répété ce geste de prendre le pain, l'emballer, maman avec une charlotte et un tablier qui genre emballait et tout. Mais on avait des freelances, des jeunes, franchement, qui avaient envie de bosser. On s'était démerdés. Et on payait franchement plutôt bien parce qu'on s'est dit c'est un taf chiant. Et donc en fait, si on veut attirer des gens qui restent, il faut payer. On avait un couple, tu te souviens? Ouais. Et ouais, on a bossé avec des gens de ouf qui étaient des étudiants qui avaient besoin de gagner de la thune et qui étaient là pour faire ça. Mais ouais, ça a été un processus à la chaîne, quoi. C'était chaud. Ouais, on a fait notre stage ouvrier. Ah ouais, moi j'en ai emballé des pains. Et des cookies. Là-dessus, je sais pas si tu te souviens, une aventure humaine qui était aussi des rencontres. Moi, j'étais... moment émotion, je me faisais quitter par mon ex. J'étais avec mon meilleur pote à Paris, bref, en train de penser à autre chose, et je rencontre un sans domicile fixe dans la rue qui nous demande une cigarette qu'on lui donne, et on tape la discute, et le mec était quand même habillé correctement sur lui et il galérait. Cyril. Et je sais pas ce qui m'arrive, je le vois et je lui dis écoute, moi j'ai une boulangerie,
si tu veux, viens chez nous et on te met, on bosse quoi. Ouais. Et donc Cyril, ça a été compliqué, je sais pas si tu te souviens, parce que c'est dommage, on a voulu donner la chance à quelqu'un de se réinsérer avec nous, il nous a aidés. C'est compliqué en fait. Et au final, on a été rattrapé par des contraintes, notamment de droit du travail. Oui, tu peux pas faire ça. Enfin, on l'a fait et on l'a pas fait longtemps. Et en fait, c'était surtout où ils pouvaient se doucher. C'est le problème d'ailleurs des boulangers qui ont des étrangers et qui galèrent à régulariser en fait des gens qui veulent se motiver. Nous, on a eu la même chose. Tu te fais contrôler, c'est compliqué. Mais on a voulu aider. Et pareil, pour l'emballage, on travaillait avec des organismes qui s'appellent des ESAT, E-S-A-T. Et en fait, c'est souvent des structures qui accueillent des handicapés et qui font des tâches et qui leur permettent de travailler. Et du coup, ils s'occupaient de faire toutes les étiquettes, les coller sur les emballages et tout. Et à chaque fois, moi, j'y allais. C'était hyper mignon d'y aller et de se dire que tu participais à les faire bosser. Et c'était cool. Et je pense qu'il y a plein de boîtes qui font appel à ces structures. Donc ça, c'était l'angle un peu sympa du projet, mais on l'a fait parce que je sais pas, c'était chouette de pouvoir faire ça. Complètement. Et donc du coup là, il y a un événement un peu majeur qui se passe en Europe. Il y a la guerre en Ukraine avec la Russie qui démarre, et nous on en pâtit. Donc qu'est-ce qui s'est passé en fait à ce moment-là? Là, ça commence à se tendre sur le prix des matières premières. Or, c'est hyper important pour nos produits parce que ça influe sur le coût. Donc là, je me souviens, on bidouillait pour augmenter un peu les prix sur le marché parce puis tu dois expliquer à tes clients, tu vois. Donc c'était un peu compliqué. Donc là, on commence à se dire que ça va être tendax sur le prix de l'électricité et tout. Et on entend aux infos qu'il y a plein de boulangeries qui commencent à pas pouvoir ouvrir parce que c'est pas rentable. Donc là, on commence à se prendre un petit coup de chaud. Des factures de 10 000 balles d'électricité. Ouais, mais ça, c'est un contexte externe, comme ça peut arriver à plein de boîtes. Mais je pense que c'est pas ça qui nous a coulé, globalement. Mais c'était un événement déclencheur. C'était le début des emmerdes. Pourquoi je te fais la transition? Mais en fait, moi, ce que je raconte, et du coup, on lève un peu le voile sur pourquoi on a fermé l'entreprise, c'est qu'on dépendait économiquement des acteurs du quick commerce. C'était ce qui faisait tourner la boutique. Et du jour au lendemain, on a perdu 3-4 de nos plus gros clients. On a fait quasiment moins 80% de chiffre d'affaires en l'espace de 10 jours. On n'était pas sous contrat alors que tu voulais te battre là-dessus. Je devais signer. Et en fait, ces applications de quick commerce, et tu vas me raconter un peu ce qui s'est passé, mais elles investissaient en masse dans de l'acquisition, placarder des bus, des métros, etc. Ça reposait aussi beaucoup sur des codes promo. T'achetais. Tu payais rien. Tu payais rien. C'était lunaire. Tu payais rien. Et donc là, il y a cet événement qui fait un peu peur à tout le monde. Et donc, eux, les premiers, ils disent OK, on arrête de faire l'acquisition. Donc, forcément, ça a un impact sur les ventes. Et aussi, on va travailler nos marges et on va dégager toutes les petites marques, les artisans, les produits périssables. On garde que le cœur, que des baguettes, pain au chocolat, quoi. Point barre. Et donc, du coup, nous, on coche toutes les cases et ils nous dégagent. Ouais. Mais ils nous dégagent sévère. Hein. C'est-à-dire que du jour au lendemain, ils ont arrêté les commandes. Et donc, en fait, quand tu as un système de production, ça veut dire que ta chaîne de prod, elle s'arrête du jour au lendemain. C'est-à-dire que tu vires des gens, en fait. Et c'est ça que moi, j'ai essayé de leur faire comprendre. J'étais en mode, en fait, business is business. Moi, je peux comprendre que toi, t'arrêtes. On n'était pas protégés par un contrat. Et puis, je vais te dire un truc. Hein. Même si on avait eu un contrat, ils s'en foutent. De toute façon, on était tellement une mini crotte de souris dans leur univers client qu'ils s'en foutent. Et en même temps, je comprends le modèle. J'acquiesce pas, mais je comprends. Donc, ils nous ont dégagés. Ils nous ont même ghosté. C'est-à-dire que moi, j'envoyais des mails en mode j'essayais d'appeler mon acheteuse et tout. Ghosté. Donc là, on commence à se dire OK, il faut revoir les horaires, il faut licencier des gens. On venait de recruter. On a dû s'en séparer, donc compliqué. Et en fait, effet domino. Donc là, on a perdu tous nos clients quick commerce, les uns après les autres. Et le dernier, Getir, j'ai un peu fait coup de poker en mode j'arrête, ça me convient pas, mais en fait, de toute façon, on pouvait plus. Enfin, on pouvait pas, c'était pas rentable de les servir, donc on s'en est débarrassé. Mais là, ça a été très compliqué. Donc, on avait du cash, on avait le matos, on avait de la matière première, mais on n'avait plus la majorité de nos clients qui faisaient tourner la boîte. Donc là, c'était en mode qu'est-ce qu'on fait, quoi. Parce que... Et quand même, sur les acteurs du quick commerce, on a eu, pas forcément pour les citer, mais on a quand même eu genre une mafia aussi encore, où les mecs ont voulu nous faire taire. Oui, on racontera sans jamais citer quoi, mais un coup de téléphone, donc je me fais ghoster pendant un mois. Donc nous, on est déjà en train de faire autre chose. On a voulu acheter notre silence. Téléphone dans la voiture. Parce que du coup, on a tenté, nous, de les menacer. Gentil, on va dire ce que vous avez fait, etc. Et là, coup de téléphone d'un mec, si vous dites rien, on vous file 12 000 balles pour, en gros, les commandes non passées, etc. Non, c'était pas ça, c'était en gros, vous avez jusqu'à ce soir. Oui, et vous avez jusqu'à ce soir, 17h, pour accorder une expédition impossible. T'as cru quoi? Genre, moi, j'ai déjà viré 3 personnes, donc tes 12 000 balles, t'es gentil, mais ça va rien récupérer. Et en plus de ça, c'était trop tard, mais c'était des méthodes...
de grandes distrib. Pour m'aider, n'hésite pas à partager la vidéo, à la liker, à t'abonner. De grandes distrib, mais des gens finalement qui avaient notre âge, avec qui on traitait. Un peu triste, ouais. Et du coup, là, il y avait vraiment... Victime, tu sais quoi, je pense que c'est même pas perso, c'est victime du système. Bien De toute sûr. façon, aujourd'hui, entre guillemets, ces boîtes-là n'existent plus. Hein. Donc, de toute façon, on n'aurait pas survécu. Ils ont tous craché. Il n'y a plus aucun commerce, quick commerce à Paris. Il n'y en a quasi plus. Et donc, ce qui se passe, c'est que donc, on a galéré à financer le projet, à trouver des locaux. Il y a eu du juridique. Finalement, on est lancé grâce au quick commerce. On commence un peu à kiffer, à embaucher du monde et tout. C'est le début du On kiff. se dit, ok, c'est bon, on peut se projeter et réfléchir à comment on peut se développer. Et finalement, là, on se dit, ok, bon, là, c'est la merde, panique à bord. Ce qu'on se dit, c'est que, ok, tentons tout ce qu'on peut pour continuer le projet, ne pas mourir à petit feu. C'était la règle. Ouais. Et donc, on a exploré des choses. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, on avait le pressentiment que ça allait s'arrêter. On a pris conseil auprès de super gens, des avocats. Si vous liquidez votre boîte, on a les meilleurs avocats. Ouais. C'est vrai qu'on a des très bons avocats qui étaient très bien. Et un cas un peu rare, et ils étaient surpris, mais finalement c'était sain, c'est que fermer une boîte, c'est l'enfer. Ouais. Nous, et notamment grâce à toi, on avait bien géré la boulangerie, et on avait 6 mois de cash d'avance. Ouais. Donc en fait, plus de 110 000 balles. On aurait pu continuer limite à tourner en fantôme. Oui. Et on s'est dit, ok, on a 6 mois de cash, on fait une procédure de sauvegarde qui gèle en fait le fait de payer les créances. Exactement, tes dettes, tes était au ralenti. Et pendant cette phase-là, on s'est dit, ok, on fait tout jusqu'à essayer de vendre la boîte pour continuer. Donc là-dessus, tu as peut-être des petites choses à raconter sur le fait qu'on était quand même à 2 doigts aussi de continuer l'aventure, mais on n'a pas réussi. Non, je pense qu'on voulait, et on était en mode on donne tout et aucun regret, mais en fait, économiquement, c'était pas possible. Là, on a fait une rencontre de malades. On a rencontré le patron d'une boîte qui s'appelle Alios, qui fait de l'investissement immobilier sur des projets à impact, et qui notamment lançait un projet à Pantin, du développement des grandes serres, avec, c'est un projet de malade, j'espère qu'il aura lieu, et avec au centre une boulangerie. Et on était pressentis. En gros, il nous a trop kiffé et il voulait nous mettre dans ce projet. Mais c'était un projet à 2026-2027. Donc, comment on fait pour tenir entre-temps ? Et il nous avait même proposé de mettre à disposition une boutique, retour aux sources, dans le 9e. On a étudié l'opportunité et tout, mais en fait, c'était pas viable. Les serres de Pantin, ça faisait un peu rêver, parce que ça aurait été un énorme flagship. Je pense qu'économiquement, ça aurait été une boulangerie facile à 2 millions de CA de chiffre d'affaires facile. Ouais. Et ça aurait été dingue, mais effectivement trop lointain. On avait aussi réfléchi à un business de cookies et de pompe à huile. Et Oscar. Où là-dessus, l'idée c'était d'avoir des points de vente, juste. On continuait d'avoir notre labo. Et vu qu'on avait l'expertise de la logistique, te dire, ok, en fait, c'est pas grave, t'as juste 10 mètres carrés et nous, on livre tous les jours. Mais c'était aussi compliqué de repartir. Et en fait, tu vois, je le mets en perspective avec mon taf aujourd'hui. Il aurait fallu qu'on bridge, c'est-à-dire que des investisseurs nous filent de la thune le temps qu'on pivote ou qu'on prenne le temps de pouvoir trouver des clients. Et ça l'aurait fait. Et nous, on fait tout le temps. Il y a plein de boîtes qui se trouvent pas tout de suite et on remet de l'argent. Sauf que nous, en fait, on n'est pas allé lever des fonds auprès d'investisseurs assez vite. Ça a été un peu l'erreur. Ça nous aurait permis de pivoter. Parce que c'était une question de cash et de clients. Si on avait eu plus de cash et si on avait pu avoir plus de temps, on aurait trouvé des clients. On aurait trouvé. Et là-dessus, je pense que c'est important. En fait, on a une bonne gestion du cash. On a été vraiment marqué profondément par ce qui s'était passé rue des Alouettes. On a perdu de l'argent, on est devenus des malades. Et on a voulu protéger l'entreprise, un peu bootstrapper. Donc, c'est-à-dire que essayer de réinjecter nous-mêmes du cash sans relever. Et effectivement, on aurait dû, je pense. Et toi, tu le vois aujourd'hui, je pense qu'on aurait dû lever avant. Et on aurait certainement eu du conseil juridique et on aurait peut-être évité des choses, des erreurs. Et on s'est pas payé. Oui, non. Et on s'est pas payé. Toi, t'étais au RSA. Moi, il y a un moment, j'étais au chômage. Et pendant quasiment presque 1 an, j'ai dû vivre sur mes économies et je suis arrivé à sec. Et d'ailleurs, post-boulangerie, j'ai quand même eu des périodes difficiles où j'avais plus que 400 balles sur mon compte. Mais surtout, on devait rembourser des dettes. Donc, financièrement, c'était pas. C'était dur et simple. ça a traîné un petit peu après, quand même aussi. Et un truc qui était dur quand même sur la partie... tu peux me parler un peu du tribunal, ce qui t'a marqué aussi au tribunal de Créteil, et la réalité en fait économique des boîtes qui ferment, dont des boulangeries, pour rappel,
L'année dernière, alors j'ai plus la source exacte, mais en gros, a priori, il y aurait eu 4000 fermetures de boulangeries, ce qui est énorme. Ah, c'est énorme. Ce qui est énorme. Là-dessus, donc, on se paye pas. On essaye de faire avec nos comptables, on essaye de bidouiller parce que c'est le cas Oui, de, pour de une rattraper. rétrocession de salaire. Il n'y a Voilà. rien d'illégal. C'est une rétrocession de salaire. Donc, de SMIC. Hein. On avait mis donc grosso modo Ouais. 200 000 euros donc, d'apport personnel sur la table. Et donc, il y a 110 000 euros un peu plus sur le compte. Et en fait, Ouais. donc, on est en sauvegarde judiciaire et cet argent, on ne peut pas le sortir. Non. Alors, il y a des petits malins qui prennent la caisse et qui se mais cassent. voilà. Mais nous, un on peu pouvait pas. avec nos valeurs, nos visions, c'est pas on possible. voulait pas, c'était pas l'état d'esprit. Mais du coup, compliqué de te dire, il y a virtuellement ouais. sur ton compte Conto, banque en ligne, l'argent, tu peux pas le prendre. Et toi, tu as même à peine un SMIC. Et tu t'es pas payé. Et tu t'es pas payé. Tu t'es pas payé, t'as tout fait dans les règles. T'as Et payé ce qu'on tes a salariés, fait, parce qu'on a toujours ouais, payé nos salariés. Et on a gardé jusqu'à jusqu'au bout. Et ça, là-dessus, j'en suis très fier. Souvent, on dit dans les startups, tu vois, tu rejoins une boîte, tu négocies éventuellement des BSPCE, je sais pas. Enfin, bref, tu te dis, je peux peut-être gagner de l'argent quand il y a une nouvelle levée de fonds, une revente. Et nous, c'était aussi un peu dans cet état d'esprit qu'on avait entrepris, de se dire, on peut ouvrir légèrement le capital ou mettre en sorte un peu des trucs bien pour nos salariés. Et Alexis, notre chef boulanger, on l'a gardé jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la liquidation, parce que c'était avantageux aussi pour lui. Et on s'est dit, c'est un peu, on l'a payé correctement, mais c'était un peu, il avait une bonne valeur sur le marché, et c'était un peu sa récompense, parce qu'il a été payé pendant 3-4 mois, alors qu'il bossait plus, quoi. C'était un peu son bonus, quoi. Son bonus, on lui avait filé aussi. Il y a plein de boîtes qui auraient dit, c'est mort, on fait pas le bonus, et nous, c'était genre, évidemment qu'on te le donne. Mais oui, là-dessus, sur la liquidation, c'était donc on a lunaire, été bien accompagnés. Ouais. On a fini donc plusieurs fois au tribunal. 2-3 fois. Ouais. 2-3 fois. Tribunal de Créteil, et c'est reparti pour un petit tour au tribunal. Glauque à mort. J'ai rien contre Créteil, hein, mais bon, tu vas liquider ta boîte, en plus tu vas à Créteil, c'est un peu combo horrible. Et surtout, on arrive et là, je me rends compte qu'il y a des boîtes qui ferment tous les jours. Et des petites boîtes. Et c'est horrible parce qu'en plus, les gens, je pense que tu vois, ils mettent leurs économies, leur vie et tout, et il y a des gens qui doivent finir à la rue, sans déconner, tu vois, genre... Ah ouais, c'est choquant. Non, mais c'est chaud. C'est chaud. Et donc, la réalité te frappe à ce moment-là. Et puis là, c'est un peu le film. Hein. T'entres dans une salle, t'as des mecs en toge. Tu sens que c'est pas des énarques, mais tu vois, les mecs, ils sont pas là pour rigoler. Ils te posent des questions pour voir si tu racontes pas n'importe quoi de pourquoi tu liquides ta boîte. Et puis t'as genre un peu ton avocat et t'as un mec en face qui te challenge un peu. Donc en plus, t'es là, T'avais un mec qui était un peu, pas employé de pas gros très mots, sympa, mais un peu facho. C'est politiquement correct. Ouais, mais qui était franchement... qui était là pour te saigner, quoi. Qui était là pour te saigner, parce qu'il faut pas oublier que c'est un business, en fait, de fermer une boîte et que t'as des gens qui se font de ça a coûté combien d'argent ils ont pris? Non, je sais pas exactement. 30 000 euros. Ouais, voilà. Bon, tu vois. Donc le liquidateur, il a gagné 30 000 euros sur la fermeture de shop. Ouais. Après... Non, mais c'est important de le dire, parce qu'il a gagné 30 000 euros. Et aujourd'hui, je pense que tu peux refaire juste un petit mot sur le crowdfunding et les gens qui nous ont aidés via Mimosa, qui n'ont pas tout récupéré. Bon, c'est les risques aussi de l'investissement. Nous, on a d'ailleurs reçu un chèque symbolique, je crois, chacun de peut-être 500 ou 1000 balles. Oui, mais ça, c'était l'argent, c'est même pas l'argent, c'est l'argent qu'on avait investi dans la SAS. C'était l'apport. Ouais, c'est nos apports qui ont été rendus. Mais non, mais c'est rien. Apports, rien, Cléa, moi, j'ai mis plus de 10 000 balles, j'ai pris même pas 1000 balles. De toute façon, on a perdu de l'argent, mais oui, il y a un vrai business. Mais franchement, heureusement qu'on avait nos avocats quand même, tu vois. Et je trouve que cette rémunération, elle est ultra juste pour eux, parce qu'ils nous ont vraiment accompagnés. Et là-dessus, le learning qu'on a et ce qu'il faut partager, c'est que dans ce moment-là, c'est bien d'avoir un conseil, dont un conseil juridique, et ça nous a enlevé quand même un stress. Parce que du coup, c'est quelque chose qu'on maîtrise pas, c'est technique. Et du coup, on avait entre guillemets une vision d'ensemble de ce qu'il fallait faire. Et d'ailleurs, donc on a essayé de survivre, on n'a pas réussi. On a essayé de vendre la boîte, le fonds de commerce pour être plus dans les détails. Ouais. Et le jour de la signature, le mec s'est pas pointé. Il s'est clashé avec son associé. Ouais. Donc on était en mode à 2 doigts de peut-être avoir une mini success story de on vend la boîte, on gagne 500 balles, mais on s'en fout, on peut le ramener. Dans les faits, on aurait pu se la péter. En gros, on a vendu notre boîte. Il y en a plein qui font. En off-market, nos potes, on aura dit, en fait, on a gagné 0. C'est juste qu'on fait partie de la caste. Des gens qui ont vendu leur boîte. Il y en a plein. Bien sûr, mais c'est comme des gens qui font des levées de millions, c'est toi qui en sais, et qui gagnent rien, des fondateurs. Ou des levées de millions, mais en fait, c'est de la dette. Donc, tu vois. Bon, bref. Mais oui. Et en fait, ça s'est pas fait. Et du coup, on a liquidé. Et donc là, la boîte est fermée. Et là, ça prend du temps. Et même après, quand moi j'ai pris mon poste, je gérais quand même des appels
pour régler ça. Ça met des mois et des mois. Mais bon, Ouais, ça a mis presque une année. Ouais, complet, ouais. À tout gérer, ouais. Et après, bon, une fois que t'es liquidé, t'es destitué de tes fonctions. On s'est viré, ouais, on s'est auto-viré. Tu t'es viré. Oui. Bon, après, tu rentres dans d'autres trucs. Mais même, tu vois, licencier quelqu'un, c'est ultra complexe. Enfin, il y a vraiment des process à respecter. Moi, je me souviens, j'avais licencié un de nos salariés qui était venu avec un conseil. Ouais, j'étais en méga stress. J'étais normal, en mode, attends, parce qu'en plus, moi, je voulais pas mal faire. Et j'étais en mode, genre, je vais aussi me virer. Et j'étais en mode, est-ce que du coup, ils pensent que je vais faire n'importe quoi? Enfin, c'était. Bon, au final, c'est très bien passé, mais c'est que des stress, en fait, après. Et donc là, on est sur. Voilà, on ferme la boîte. Bon, c'est dur émotionnellement, mais en même temps, on a la tête haute parce qu'on est fier de ce qui s'est passé. Et on a aussi le sentiment d'avoir tout testé. Ah ouais, on a tout fait, je pense. On a tout testé. Et du coup, là, c'est un peu le rebond. Et après. Toi, qu'est-ce qui s'est passé du coup? On a eu une transition avec l'été où on a un peu plus soufflé avant la liquidation, mais on a recherché du taf. Moi, ce qui m'a fait marrer, c'est qu'à l'époque, t'avais, et ce qui est bien et que je juge pas, et t'avais une haute valeur de toi. Et t'étais en gros genre en mode ouais, moi je prends un poste à 100K quoi. Ah oui. Putain, j'étais en mode genre qu'est-ce qu'il va me sortir? En gros, t'étais une rosta quoi. Ouais, zéro en fait. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Toi, je me souviens que t'avais. On n'avait pas gagné d'argent, toi ça t'avait marqué. Ouais, t'avais refusé un CDI la veille de le commencer. Oui, je serais probablement. Et t'aurais gagné bien ta vie. Très, très et bien. du coup, toi, t'as fait un choix de te diriger sur un truc en mode t'as envie de gagner de l'argent et en t'as envie d'avoir une situation stable. Rattraper, ouais, de ouf. Mais oui, enfin, je m'étais dit, ouais, je veux gagner de la thune, mais par contre, moi, j'ai cherché du taf pendant la liquidation parce que j'étais stressée. J'étais en mode genre, mais en fait, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vaux sur le marché? Je vaux rien. Hein. J'ai commencé à bader. Enfin, j'étais en mode, en fait, j'ai jamais eu de CDI ou quoi. Et au final, je suis tombée sur du coup ce fonds d'investissement dans lequel je travaille aujourd'hui. Et parce que j'avais ce passif entrepreneur, c'est pour ça qu'on m'a recruté. Donc tu vois, finalement, les planètes se sont alignées. Mais je te rassure, je suis pas à 100K. Pas encore. Pas encore, ouais. Pas encore. Ouais, mais je me souviens, et tu vois, sur la liquidation, donc t'avais juridiquement, t'étais la directrice générale. Ouais. Et j'étais le président. Ouais. On était à part égale, 50-50, 45-45 pour être précis. Oui, parce qu'il y avait il y avait une holding. Moi, je me souviens que sous conseil des avocats, je n'avais pas le droit de rechercher du taf, notamment en période de liquidation. Donc en fait, je ne sais pas comment ça se passe quand t'as un mec qui a plusieurs entreprises parce que c'est impossible, il peut pas s'arrêter. Ouais, non, mais je crois que ça avait été compliqué et du coup moi sur la suite, j'ai rejoint une entreprise familiale, donc c'est deux potes d'enfance qui s'appellent Roméo et Com. C'est une boîte qui s'appelle Varec. Donc on fait des vêtements, des cirés marins, donc pour les amoureux des océans du monde halieutique. Et on a une marque qui s'appelle Varec Illustration, qui est décoration et art de la table. Pub. Attends, je suis entrepreneur. Et donc moi j'ai essayé de chercher du taf. Ça a été compliqué parce que quand tu vis ce truc-là, tu as des nouvelles attentes, hors la rémunération sur la façon de faire, la gestion de projet, etc. Le télétravail, plein de choses. Et moi j'ai pas réussi à retrouver une entreprise sur laquelle ça leur a pu faire. Donc j'ai fait un peu de freelance et j'ai continué à entreprendre. Donc on touche à la fin de ces 2 heures. Est-ce qu'il y a une anecdote ou quelque chose que tu as envie de partager? Remercier quelqu'un? Faire une blague? Non, j'ai fait trop de blagues déjà. Non, je pense remercier déjà toute notre famille, proche, notre sœur, notre mère, notre père qui franchement ont investi du temps, de l'argent, de l'énergie, qui nous ont aidés, plus qu'aidés, qui ont franchement bossé pour la boîte. Remercier Alexis et tous les gens qui ont bossé avec nous parce que franchement ils nous ont fait confiance et ils ont dû encaisser tout le stress qu'on s'est encaissé aussi. Et est-ce que, pour terminer sur un truc marrant, remercier M6, la meilleure boulangerie de France? Putain, on n'en a pas parlé. Ouais, merci M6 de nous avoir pris dans cette émission alors qu'en fait, on n'avait pas de boutique. On va terminer là-dessus, on racontera cette anecdote, ça va nous prendre 2 minutes et ça sera bon. Ouais. Donc, on avait quand même eu un truc marrant et finalement un succès aussi dans cette boîte, c'est qu'on a été repéré par l'émission La meilleure boulangerie de France. Où d'ailleurs, spoiler, il n'y a que les pâtissiers qui gagnent, si jamais des boulangers. Ouais, c'est nous. Et donc, on fait le truc, c'est assez marrant de présenter la boîte, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment du tournage, on savait qu'on allait fermer. Ouais. Donc, on a faké, on a réouvert la boulangerie et on s'est dit, ouais, ça nous fera un bon souvenir. Et donc, effectivement, c'était une aventure qui était chouette, mais je pense que tu as un petit truc à raconter là-dessus pour terminer. Ouais, c'était marrant parce que moi, j'avais jamais fait de tournage télé et là, tu as toute l'équipe avec toutes les lumières, les caméramans et tout.
Et en fait, ouais, petite anecdote ressentie, en fait, c'est assez industriel. Hein. Moi, je me souviens, on a quasi à peine parlé au chef. Il dégustait produits. Toi, t'es trop stressé. T'es en mode, est-ce que c'est bon ou pas bon? Et en fait, c'est assez étrange. T'es dans le tournage, mais en même temps pas dans le tournage. Non, mais c'est la télé, c'est une émission. Ça, ouais, voilà, ça reste la télé, en fait. Ça reste la télé. Mais ouais, non, ça m'avait fait trop kiffer de faire ça. C'était marrant. Trop bien. Et il y a un avenir de Shkop ou pas? À voir. En tout cas, la marque n'est pas morte et je continue de faire des cookies et je continue d'avoir des bêtes de retour dessus. Donc, en tout cas, non, elle n'est pas morte. Elle est pas Trop morte, bien. je pense. Bah écoute, merci. Ouais, merci à toi. À bientôt dans nos nouvelles aventures. À bientôt. T'as fait des cookies? Non. J'ai faim. Tu peux voir le prochain épisode qui va apparaître sur cet écran.